Ouvre. Cette maison appartient à mon mari. La voix de Rebecca traversa le bois de ma porte comme un éclair. Il était 6 heures du matin, et j'étais de l'autre côté, bien réveillé, à attendre. Je savais qu'elle viendrait. Après ce qui s'était passé la veille, après les avoir jetés hors de chez moi, documents en main, je savais que ma belle-fille ne resterait pas tranquille. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle amènerait des serruriers. J'entendis des pas lourds sur mon porche, des voix d'hommes murmurant, le bruit incomparable d'outils s'entrechoquant. Rebecca était arrivée avec du renfort professionnel pour forcer ma porte, pour s'introduire dans ma maison, la maison que j'avais achetée, la maison pour laquelle j'avais payé pendant 30 ans à la sueur de mon front. Madame, nous sommes des serruriers privés. La voix de l'homme semblait ennuyée, routinière, comme s'il s'agissait d'un simple travail ordinaire dans sa journée. Nous avons été engagés pour ouvrir cette porte. Nous vous suggérons de vous écarter si vous êtes à l'intérieur. Pour lui, c'était probablement le cas. Pour moi, c'était une déclaration de guerre. Tu entends ça, Théodora, cria de nouveau Rebecca. Et maintenant, sa voix avait ce ton triomphant qui la caractérisait tant. Je restais immobile, assise dans mon salon avec une tasse de café froid entre les mains. Mes 68 ans de vie m'avaient appris beaucoup de choses, mais la leçon la plus importante, je l'avais apprise sur le tard. Il y a des gens qui ne comprennent que lorsqu'on leur montre les conséquences. Le bruit commença. Ce fut d'abord un vrombissement métallique, puis un crissement aigu qui me fit serrer les dents. Ils utilisaient une perceuse électrique sur ma serrure. Sur la serrure que j'avais installée moi-même il y a 10 ans, quand j'avais enfin eu assez d'argent pour améliorer la sécurité de ma maison. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. 30 ans. 30 ans à travailler de l'aube au crépuscule pour acheter cette maison. Nettoyer des bureaux la nuit, s'occuper des enfants des autres le matin, économiser chaque dollar comme si c'était le dernier, sacrifier les vacances, les vêtements neufs, les sorties, tout, absolument tout, pour avoir un endroit à moi, un endroit d'où personne ne pourrait me jeter. Un endroit où c'était moi qui commandais. Et maintenant, ma propre belle-fille était là-bas en train de détruire ma serrure, hurlant que la maison appartenait à son mari, à mon fils. Le fils que j'avais élevé seul après que son père nous eût abandonnés alors qu'Elias n'avait que 3 ans. Le fils à qui j'avais donné tout ce que je pouvais, et bien plus encore. Le fils qui s'était présenté un jour à ma porte en disant qu'il avait besoin de rester quelques jours le temps de régler ses problèmes avec Rebecca. Ces quelques jours s'étaient transformés en 8 mois. Et durant ces 8 mois, ma maison avait cessé d'être la mienne. On y est presque, cria Rebecca. Continuez. Continuez. Cette vieille femme ne peut pas se cacher éternellement. Vieille femme. Elle m'appelait vieille femme comme s'il s'agissait d'une insulte. Comme si le fait d'avoir survécu 68 ans dans ce monde, d'avoir élevé un fils seul, d'avoir construit quelque chose à partir de rien de mes propres mains était une source de honte. Je me levai lentement du fauteuil. Mes genoux protestèrent, mais je n'y prêtais pas attention. À cet âge, le corps a toujours quelque chose à redire, mais on apprend à l'ignorer quand des choses plus importantes sont en jeu. Je marchai vers ma chambre sans faire de bruit. La perceuse continuait de bourdonner, se rapprochant de plus en plus de la destruction de la dernière barrière entre mon espace et l'invasion de Rebecca. Mais je n'étais pas pressé. J'avais passé la nuit blanche à planifier ce moment. Je savais exactement quoi faire. J'ouvris mon armoire et sortis le sac que j'avais préparé la veille après-midi. À l'intérieur se trouvaient 4 grandes bouteilles de ketchup, les moins chères du supermarché parce que je n'allais pas gaspiller mon argent pour cela. Il y avait aussi de vieux chiffons, des vêtements que je ne portais plus, et un pot de colorant alimentaire rouge que je gardais depuis des années, de l'époque où j'avais essayé de teindre des rideaux. Cela n'avait jamais fonctionné pour les rideaux, mais maintenant, cela trouverait une utilité parfaite. Je versai le ketchup dans un grand récipient. J'y ajoutai le colorant alimentaire. Le rouge devint plus intense, plus foncé, plus inquiétant. J'imbibai les chiffons un par un. Je les éparpillai sur le sol de l'entrée, formant une traînée irrégulière. Je pris une de mes vieilles robes, la trempai complètement et la laissai tomber près de la porte, comme si quelqu'un l'avait perdue au milieu d'une lutte. Chaque détail comptait. Chaque tâche devait être au bon endroit. J'enlevai les vêtements propres que je portais et enfilai un vieux peignoir d'intérieur couvert de taches de peinture. Je versai encore du ketchup dessus. Je m'en étalai sur les bras, le cou, le laissant couler sur mes vêtements.
Je me regardais dans le miroir du couloir. Je ressemblais à un personnage de cauchemar. Parfait. La perceuse s'arrêta soudainement. J'entendis un clic métallique. La serrure principale avait cédé. Rebecca poussa un cri de victoire, comme si elle venait de conquérir un royaume. Oui, c'est ça. Maintenant, ouvrez. Je m'agenouillai sur le sol à côté de la porte, au milieu de la flaque rouge que j'avais créée. Je pris une profonde inspiration. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. C'était de la détermination. C'était de la justice. La poignée commença à tourner, lentement d'abord, puis avec plus de force. Rebecca poussait la porte de l'extérieur, mais j'avais mis le verrou de sécurité intérieur, ce petit loquet qui ne peut être ouvert que de l'intérieur. Celui dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence car, en 8 mois de vie dans ma maison, elle n'avait jamais pris la peine de vraiment la connaître. Ça ne veut pas s'ouvrir, hurla-t-elle de frustration. Il y a un autre fichu verrou de sécurité. J'entendis le serrurier lui expliquer quelque chose à voix basse. Rebecca l'interrompit en criant « Je m'en fiche. Cassez-le. Faites ce qu'il faut faire. » La perceuse se remit en marche, cette fois de manière plus agressive, plus violente. Je sentais toute la porte vibrer, le bois grincer sous la pression. Ma maison, mon refuge, mon espace sacré, était violé par des gens qui ne l'avaient jamais respecté. Le bruit devint assourdissant. La porte trembla une dernière fois, et juste au moment où j'entendis que le dernier verrou était sur le point de céder, juste quand je savais qu'ils étaient à quelques secondes d'entrée de force, j'attrapai la poignée de l'intérieur et j'ouvris moi-même la porte. La porte s'ouvrit d'un coup, et le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. Rebecca se figea sur le seuil. Ses yeux étaient si grands qu'on aurait dit qu'ils allaient lui sortir de la tête. Sa bouche formait un O parfait, mais aucun son n'en sortait. Derrière elle, les 2 serruriers lâchèrent leurs outils. La perceuse heurta le porche avec un bruit métallique qui résonna dans la rue, puis les cris commencèrent. Le plus jeune des serruriers recula si vite qu'il trébucha sur ses propres pieds et tomba sur mes marches. L'autre mit ses mains sur sa tête et commença à répéter inlassablement « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Rebecca retrouva enfin sa voix. « Oh, Théodora! Théodora! Que as-tu fait? Que as-tu fait ?» Je restai là, agenouillée sur le sol, couverte de rouge, mon peignoir détrempé sur les épaules. Je les regardais tous sans dire un mot. Je les laissais s'imprégner de toute la scène. La flaque sur le sol, les chiffons tachés, mes vêtements, ma peau. Tout ce rouge intense qui, dans la pénombre du matin, pouvait ressembler à tout sauf à du ketchup. Les fenêtres des maisons voisines commencèrent à s'éclairer une à une. J'entendis des portes s'ouvrir, des voix alarmées demander ce qui se passait. Monsieur Hector, mon voisin de 80 ans, sortit en pyjama, sa canne à la main. C'est quoi tout ce vacarme à 6 heures du matin? Rebecca se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes, me pointant du doigt comme si j'étais un monstre. Elle. Regardez ce qu'elle a fait. Elle est folle. Complètement folle. Appelez la police. Appelez une ambulance. Je me levai lentement, très lentement, rendant chaque mouvement bien visible, laissant chaque geste raconter sa propre histoire. Je m'appuyai contre le cadre de la porte et les regardai tous avec un calme qui ne vient qu'après avoir pris la bonne décision. Vous, dis-je, venez de vous introduire de force dans une propriété privée à 6 heures du matin, sans mandat, sans l'autorisation de la propriétaire. Il y a des témoins. Le serrurier le plus âgé cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il se réveillait d'un rêve. Nous. Elle nous a dit que c'était sa maison. Je secouai la tête lentement. Cette maison est à mon nom, uniquement au mien. J'ai les actes. J'ai tous les documents. Et vous êtes entré par la force, engagé par quelqu'un qui n'habite pas ici et n'a aucun droit légal sur cette propriété. D'autres fenêtres s'ouvrirent. D'autres voisins sortirent. Madame Ottilia, qui habitait 3 maisons plus bas, s'approcha, son téléphone à la main. J'ai déjà appelé la police. Ils sont en route. Rebecca se tourna vers elle de manière hystérique. Je souris simplement. Un petit sourire calme. Le sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait.
Me blesser, demandai-je en levant mes bras propres de dessous tout ce ketchup. Je n'ai pas une égratignure, Rebecca, mais tu viens d'amener des serruriers pour forcer ma porte à 6 heures du matin alors que je t'avais demandé hier de partir de chez moi et de ne pas revenir. Le jeune serrurier se leva en chancelant. Nous ne savions rien de tout cela. Elle nous a dit que c'était sa maison, que sa belle-mère l'avait enfermée dehors. Nous faisions juste notre travail. Je sais, dis-je d'une voix douce, et c'est pourquoi je ne vais pas porter plainte contre vous. Mais je vous suggère de partir immédiatement avant que la police n'arrive et que cela ne devienne plus compliqué. Les deux hommes ne se le firent pas dire 2 fois. Ils rassemblèrent leurs outils à toute vitesse et coururent presque vers leur camionnette. En moins d'1 minute, ils avaient disparu au bout de la rue. Rebecca resta seule devant moi, tremblante de rage. Ses mains étaient serrées en poing le long de son corps. Son visage était rouge, non pas de la couleur du ketchup, mais de la pure fureur qui la consumait de l'intérieur. Cela ne va pas s'arrêter là, siffla-t-elle entre ses dents. Elias a des droits. C'est ton fils. Il a vécu ici. Cette maison est aussi la sienne. Je m'appuyai contre le cadre de la porte et la regardai droit dans les yeux. Elias a vécu ici quand il était enfant. Oui, je l'ai élevé ici. J'ai payé cette maison seul pendant 30 ans en faisant 2 boulots. Quand il a eu 18 ans, il est parti. Il a fait sa vie. Il t'a épousé. Et j'ai continué à vivre ici seul, payant mes factures, entretenant mon espace. Rebecca ouvrit la bouche pour m'interrompre, mais je levai la main. Il y a 8 mois, il s'est présenté à ma porte en me disant qu'il avait besoin de rester quelques jours, que vous aviez des problèmes, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je l'ai laissé entrer parce que je suis sa mère et parce que cette maison sera toujours la sienne quand il aura besoin de moi. Mais cela ne veut pas dire qu'elle lui appartient. Et moi alors, cria-t-elle. Je suis sa femme. J'ai abandonné ma vie pour venir vivre ici. Ta vie, répétai-je, et cette fois ma voix se fit plus dure. Quelle vie as-tu abandonnée, Rebecca? Tu ne travailles pas. Tu n'as jamais travaillé. Tu vis sur le salaire d'Elias, et le salaire d'Elias n'existe plus depuis 8 mois parce qu'il a été licencié et qu'il me l'a caché pendant des mois. Je vis son visage pâlir. J'avais vu juste. Oui, je le sais, continuai-je. Je sais qu'il a été licencié en février. Je sais que vous vivez sur mes économies. Je sais que la carte de crédit qu'il a ouverte en secret est à mon nom. Je sais que si les factures n'ont pas été payées, c'est parce que vous avez utilisé cet argent pour d'autres choses. Le silence tomba sur la rue comme une lourde couverture. Les voisins qui étaient sortis nous fixaient sans se cacher. Monsieur Hector fit un pas de plus, s'appuyant sur sa canne. Rebecca, est-ce que c'est vrai? Elle l'ignora. Elle continua de me regarder avec une haine si intense que j'aurais presque pu la toucher. Tu ne m'as jamais voulu ici, dit-elle d'une voix tremblante. Dès le premier jour, tu m'as fait sentir que j'étais de trop, que je n'étais pas assez bien pour ton précieux fils. Je secouai la tête avec lassitude. Je t'ai accepté dans ma maison, Rebecca. Je t'ai donné un endroit où dormir quand tu n'avais nulle part où aller. J'ai partagé ma nourriture, mon espace, ma vie. La seule chose que je demandais en retour, c'était du respect. Et la seule chose que j'ai reçue, c'est que tu as déplacé mes meubles sans me demander mon avis, jeté mes affaires parce qu'elles ne te plaisaient pas, critiqué chaque décision que je prenais dans ma propre maison. Parce que cette maison était restée bloquée dans le passé. Explosa-t-elle. Tout y était vieux, moche, ennuyeux. Elle avait besoin de vie. Elle avait besoin de respect, la corrigeai-je, et tu n'en as jamais eu. Des sirènes commencèrent à retentir au loin. Rebecca les entendit et quelque chose changea dans son expression. Soudain, elle parut moins sûre d'elle, moins triomphante, plus effrayée. Quand la police va arriver, dis-je calmement, je vais leur montrer mes actes de propriété. Je vais leur expliquer que je vous ai demandé de partir hier. Je vais leur dire qu'aujourd'hui, à 6 heures du matin, tu as amené des serruriers pour forcer l'entrée, et je vais les laisser décider de ce qu'il convient de faire. Elle fit un pas en arrière. Elias ne te laissera pas me faire ça. Elias, dis-je, et pour la première fois, ma voix se brisa un peu. Elias n'est pas là. Et c'est une partie du problème, n'est-ce pas? Tu es venu seul. Tu as amené des serruriers. Tu as forcé ma porte, mais mon fils n'est pas avec toi. Je vis ses yeux se remplir de larmes,
mais ce n'étaient pas des larmes de haine. C'étaient des larmes de rage impuissante. Il est à l'hôtel, chuchota TL. Je lui ai dit de m'attendre, que je m'occuperai de ça. Bien sûr que tu l'as fait, répondis-je. Parce que c'est ce que tu fais toujours. Tu t'occupes des choses. Tu prends les décisions à sa place. Tu parles pour lui. Et mon fils te laisse faire parce que c'est plus facile que de t'affronter. Les sirènes se rapprochaient. 2 voitures de patrouille tournèrent au coin de la rue et se garèrent devant chez moi. Les policiers sortirent des voitures avec cette expression fatiguée de ceux qui en ont trop vu. L'un d'eux était jeune, peut-être 30 ans, portant un uniforme impeccable. L'autre était plus âgé, les tempes grisonnantes, avec une démarche qui indiquait qu'il faisait ce métier depuis de nombreuses années. L'officier le plus âgé s'approcha le premier, observant la scène. Moi couverte de rouge à l'entrée, Rebecca tremblante sur mes marches, les voisins formant un demi-cercle autour de ma maison comme s'il s'agissait d'un spectacle. « Qui a appelé la police ?»« C'est moi, officier, » dit Madame Ottilia en levant la main. J'ai entendu des cris et des bruits très forts à partir de 6 heures du matin. J'ai pensé que quelqu'un était en danger. Le jeune policier s'approcha de moi avec précaution, comme s'il était prêt à m'assister en cas de besoin. « Madame, êtes-vous blessée ? Avez-vous besoin d'une ambulance ?» Je secouai la tête et levai les bras pour qu'il puisse les voir clairement à la lumière naissante du matin. « Je ne suis pas blessé, officier. C'est du ketchup. Je l'ai utilisé pour me protéger. » Les 2 policiers échangèrent un regard confus. Le plus âgé plissa les yeux. « Pour vous protéger de quoi ?» Je pointai du doigt Rebecca, qui était maintenant assise sur la dernière marche, le visage caché dans ses mains. « Cette dame est la femme de mon fils. Il y a 8 mois, ils sont venus s'installer temporairement chez moi. Hier, je leur ai demandé de partir parce que la situation était devenue insoutenable. Ce matin, à 6 heures, elle est revenue avec 2 serruriers pour forcer ma porte. Les voisins peuvent le confirmer. » Monsieur Hector fit un pas en avant, s'appuyant sur sa canne. « C'est vrai, officier. J'ai tout vu. Elle est arrivée en hurlant que la maison appartenait à son mari, qu'elle allait entrer que Madame Théodora le veuille ou non. Elle a amené 2 hommes avec des outils. J'ai entendu la perceuse. Nous l'avons tous entendu. » D'autres voisins hochèrent la tête. Madame Ottilia leva son téléphone. « J'ai enregistré une partie du vacarme. Si vous avez besoin de preuves, les voici. » Le policier le plus âgé se tourna vers Rebecca. « Madame, est-ce que c'est vrai ? Avez-vous engagé des serruriers pour forcer l'entrée ?» Rebecca leva les yeux. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Quand elle parla, sa voix sembla brisée, victimaire, complètement différente du ton agressif de quelques minutes auparavant. « C'est la maison de mon mari, » dit-elle entre 2 sanglots. « Elle nous a jetés dehors hier sans raison, sans nous donner le temps de rassembler nos affaires. Elle nous a laissés à la rue comme si nous étions des animaux. Je voulais seulement récupérer ce qui est à nous. » Le jeune officier sortit un carnet. « Est-ce que la maison est au nom de votre mari ?» Rebecca hésita. Je vis ses yeux s'agiter, cherchant une réponse qui paraisse convaincante. « C'est son fils. Il a vécu ici toute sa vie. Il a un droit. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit patiemment l'officier. « Est-ce que la propriété est légalement au nom de votre mari ?» Je rentrai dans ma maison sans dire un mot. J'allai directement au tiroir où je garde tous mes documents importants. J'en sortis délicatement les papiers qui représentaient 30 ans de ma vie, de sacrifice, de travail. Je revins à la porte et les remis à l'officier le plus âgé. Voici le titre de propriété. Comme vous pouvez le voir, il est uniquement à mon nom, Théodora Salazar. Je l'ai acheté en 1995. J'ai effectué le dernier versement hypothécaire il y a 8 ans. Il n'y a aucun autre nom sur ces documents. Le policier prit les papiers et les examina attentivement. Son partenaire s'approcha également pour regarder. Plusieurs minutes s'écoulèrent en silence pendant qu'il scrutait chaque page. « Tout semble en règle, » dit enfin le plus âgé en me rendant les documents. « La propriété est à vous, Madame Salazar. Uniquement à vous. » Il se tourna vers Rebecca avec une expression plus sévère. Rebecca bondit sur ses pieds, essuyant ses larmes avec rage. « Mais mon mari a vécu ici. C'est son fils. Elle ne peut pas le jeter dehors comme ça.
Le jeune officier prit la parole cette fois, d'une voix plus douce mais ferme. Si votre mari vivait ici en tant qu'invité de sa mère, alors il n'a pas de droit de propriété automatique. Cette dame a tout à fait le droit de vous demander de partir si elle estime que la situation ne fonctionne plus. Et vous avez l'obligation de respecter cette décision. Et nos affaires alors? Cria Rebecca. Nous avons des vêtements, des objets personnels. Tout est à l'intérieur. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Vos affaires sont emballées dans des cartons dans le salon. Je les ai préparées hier après votre départ. Tout y est. Vous pouvez les prendre quand vous voulez, sous la surveillance de la police si nécessaire pour éviter d'autres conflits. L'officier le plus âgé hocha la tête. Cela semble raisonnable. Madame, dit-il en regardant Rebecca, vous pouvez entrer avec nous pour récupérer vos affaires. Après cela, vous devrez partir. Et vous ne pourrez pas revenir sans l'autorisation de la propriétaire. Compris? Rebecca serra les poings mais hocha la tête. La haine dans ses yeux était palpable, mais elle n'avait plus d'argument. Elle n'avait plus de pouvoir. Nous entrâmes tous les quatre dans la maison, moi-même, Rebecca et les deux officiers. La scène à l'intérieur était encore plus dramatique alors que la lumière naturelle commençait à filtrer à travers les fenêtres. La flaque rouge à l'entrée brillait de manière troublante, les chiffons éparpillés, mes vêtements trempés stratégiquement jetés au sol. Le jeune policier siffla doucement. C'est bien du ketchup, dit-il après s'être agenouillé pour sentir. Joli coup, madame. Je ne souris pas. Il n'y avait rien de drôle là-dedans. C'était simplement nécessaire. Dans le salon, tout comme je l'avais dit, se trouvaient 5 cartons de déménagement parfaitement scotchés. J'avais écrit les noms sur chacun d'eux avec un marqueur noir. Elias. Rebecca. À l'intérieur se trouvaient tous les vêtements qu'ils avaient laissés traîner chez moi pendant des mois. Les produits de beauté qui encombraient ma salle de bain, les livres que Rebecca avait empilés dans mon salon, les chaussures qu'Elias laissait près de l'entrée. Tout ce qui n'était pas à moi, tout ce qui avait envahi mon espace. Rebecca regarda les cartons et quelque chose dans son expression se brisa, comme si ce n'était qu'à cet instant qu'elle comprenait que tout cela était réel, qu'elle devait vraiment partir, qu'elle avait perdu. « Tu as passé toute la nuit à emballer tout ça » dit-elle d'une voix creuse. « Toute la nuit » confirmai-je. « Parce que je savais que tu reviendrais. Je te connais, Rebecca. Je sais que tu n'acceptes pas un non pour réponse. Je sais que tu penses que si tu cries assez fort, si tu pousses assez fort, tu obtiendras ce que tu veux. » Elle me regarda, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi me hais-tu autant ?» Je secouai la tête, soudain fatigué. Si fatigué. Je ne te hais pas, Rebecca. Je ne te connais même pas vraiment. En 8 mois sous mon toit, tu ne t'es jamais intéressé à moi. Tu ne m'as jamais posé de questions sur ma vie, mon travail, mes rêves. Tu ne t'es soucié que de ce que cette maison pouvait apporter. L'espace, le confort, le sentiment d'avoir quelque chose sans l'avoir mérité. J'ai abandonné mon appartement pour venir ici. Cria-t-elle. J'ai abandonné ma vie. Quel appartement, demandai-je. L'appartement pour lequel vous ne payiez plus de loyer parce qu'Elias le payait avec l'argent que je lui prêtais chaque mois? Je sais cela aussi. Je vis son visage pâlir à nouveau. Combien de secrets gardait-il? Combien de mensonges? Le policier le plus âgé toussa, mal à l'aise. Mesdames, je pense que cette conversation est d'ordre personnel. Madame, dit-il en regardant Rebecca, je vous suggère de prendre vos affaires et de partir. Si vous avez d'autres choses à vous dire, faites-le une autre fois et ailleurs. Rebecca s'agenouilla à côté des cartons et commença à les vérifier d'une main tremblante, comme si elle ne me faisait pas confiance pour avoir tout mis. Elle sortait des objets, les regardait, puis les remettait. Le jeune policier me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Avez-vous besoin d'aide pour nettoyer tout ça ?» demanda-t-il en désignant le désordre rouge à l'entrée. Je secouai la tête. « Non, merci. Je peux le faire moi-même. Je l'ai déjà fait auparavant. » Je ne parlais pas seulement du ketchup, et je pense qu'il l'a compris. Il fallut 20 minutes à Rebecca pour vérifier tous les cartons. Enfin, les yeux rouges et gonflés, elle hocha la tête. « Tout y est. » « Avez-vous besoin d'aide pour les charger dans une voiture ?» demanda l'officier le plus âgé. Elle secoua la tête. «
Je vais appeler Elias. Il peut venir les chercher. Elle sortit son téléphone et composa son numéro. J'entendais la tonalité. Une fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répondit. Rebecca réessaya. Même résultat. Et encore une fois. Il ne répond pas, dit-elle d'une voix faible. Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. Rebecca essaya d'appeler Elias encore 5 fois pendant que nous étions tous debout dans mon salon. Chaque appel allait directement sur sa messagerie. Chaque fois qu'elle entendait la tonalité automatique, son visage devenait plus pâle, plus désespéré. Enfin, elle abaissa le téléphone et fixa l'écran comme si elle pouvait le forcer à apparaître par la seule force de sa volonté. L'officier le plus âgé regarda sa montre avec impatience. « Madame, nous ne pouvons pas rester ici toute la matinée à attendre. Avez-vous un autre numéro à appeler? De la famille ou des amis qui peuvent vous aider avec les cartons ?» Rebecca secoua la tête lentement, ses mains tremblant sur son téléphone. « Je n'ai personne d'autre. Ma famille vit dans un autre état. Mes amis. » Sa voix s'éteignit. Elle ne finit pas sa phrase, mais je pouvais deviner la suite. Rebecca avait brûlé tous ses ponts en épousant Elias. Elle avait laissé sa vie d'avant derrière elle, convaincue que mon fils était son billet pour un avenir meilleur. « Je peux appeler un taxi », proposa le jeune policier, « pour vous emmener là où vous devez aller avec vos cartons. » Elle hocha faiblement la tête, comme une poupée brisée. Toute cette énergie agressive du matin s'était évaporée. Il ne restait plus qu'une femme de 32 ans qui réalisait soudain qu'elle était complètement seule. Le policier passa l'appel. Le taxi arriverait dans 15 minutes. Nous restâmes dans un silence embarrassant pendant l'attente. Rebecca s'assit par terre à côté de ses cartons, serrant ses genoux contre elle. Je me tins près de la fenêtre, observant la rue où les voisins commençaient enfin à rentrer chez eux maintenant que le spectacle était terminé. Monsieur Hector fut le dernier à partir. Avant d'entrer chez lui, il me fit un signe de la main. Je lui répondis. Il avait été témoin de tout. Il connaissait la vérité. C'était important. Depuis combien de temps habitait-il ici, demanda l'officier le plus âgé, rompant le silence. 8 mois, répondis-je. Ils sont arrivés en février, disant que ce ne serait que temporaire. Que Elias avait un problème au travail et qu'ils avaient besoin de temps pour se réorganiser. Et que s'est-il passé réellement? Il a été licencié, dis-je en regardant directement Rebecca. En janvier. Mais ils ne me l'ont dit qu'il y a 3 jours, lorsqu'une lettre de la banque est privée au sujet d'une carte de crédit qu'il avait ouverte à mon nom sans mon autorisation. Le policier siffla doucement. Son partenaire secoua la tête. C'est une fraude financière, madame. Vous pourriez porter plainte. Je sais, dis-je. Mais c'est mon fils. Et peu importe ma colère, peu importe à quel point je me sens trahi, il reste mon fils. Rebecca leva la tête et me regarda avec ce qui aurait pu être de la surprise ou peut-être de la gratitude, mais elle ne dit rien, pas même merci. Le taxi arriva en klaxonnant dehors. Les 2 officiers l'aidèrent à charger les cartons dans le coffret sur la banquette arrière. Il y avait 5 grands cartons, mais ils réussirent à tous les faire entrer. Rebecca se tint sur mes marches, regardant ma maison comme si elle en mémorisait chaque détail. Cela n'avait pas besoin de se terminer ainsi, dit-elle enfin d'une voix enrouée. Non, acquiesçai-je. Cela n'avait pas besoin de se terminer ainsi, mais cela s'est terminé ainsi parce que tu as choisi de forcer une porte au lieu d'y frapper. Parce que tu as choisi de crier au lieu de parler. Parce que dès le premier jour où tu es entré dans ma maison, tu as décidé que j'étais l'obstacle, et non la personne qui t'offrait un refuge. Elle serra les lèvres. Pendant un instant, je crus qu'elle allait argumenter, qu'elle allait lancer une dernière salve d'accusation, mais elle ne le fit pas. Elle se tourna simplement et marcha vers le taxi. Avant de monter, elle s'arrêta et me regarda une dernière fois. Elias reviendra. C'est ton fils. Tu ne peux pas l'abandonner ainsi. Je ne répondis pas car, à vrai dire, je n'en étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien en ce qui concernait Elias. Le petit garçon que j'avais élevé, l'enfant si doux qui me prenait dans ses bras chaque nuit avant de s'endormir, ce garçon avait disparu depuis bien longtemps. L'homme qu'il était devenu était un étranger qui m'avait volé, avait usurpé mon identité et s'était caché dans un hôtel pendant que sa femme forçait ma porte. Le taxi s'éloigna et disparut au bout de la rue.
Les policiers restèrent encore quelques minutes pour terminer leur rapport. Le plus âgé me remit une carte. S'il y a un autre problème, quoi que ce soit, appelez-nous directement. Et madame, concernant la carte de crédit, vous devriez vraiment envisager de porter plainte. Votre fils est un adulte. Les actes ont des conséquences. J'y réfléchirai, promis je, bien que nous sachions tous deux que je ne le ferai probablement pas. Lorsqu'ils partirent enfin, la rue redevint silencieuse. Je fermai la porte et m'y appuyai. Ce n'est qu'alors que je m'autorisai à trembler. Ce n'est qu'alors que je laissai tout le poids de la matinée s'abattre sur mes épaules. Je regardais le désordre dans mon entrée, la flaque rouge qui commençait déjà à sécher, les chiffons éparpillés, mon peignoir trempé abandonné là, toute cette mise en scène que j'avais orchestrée pour me protéger. Cela avait fonctionné. J'avais fait fuir les serruriers. J'avais poussé les voisins à appeler la police. J'avais obtenu exactement ce dont j'avais besoin. Mais maintenant, il me fallait nettoyer. J'enlevai le peignoir et le laissai tomber dans la flaque. J'allai dans la cuisine et remplis un seau d'eau chaude et de savon. Je saisis la serpillière et revins à l'entrée. Agenouillé sur le sol, je commençai à nettoyer le ketchup qui avait collé au carrelage. L'eau devint rose au fur et à mesure que je nettoyais. Je dus la changer 3 fois avant que le sol ne retrouve son aspect normal. Il me fallut 2 heures pour tout nettoyer. 2 heures à frotter, rincer et sécher. 2 heures durant lesquelles je ne pensais ni à Elias, ni à Rebecca, ni à quoi que ce soit d'autre qu'à rendre à ma maison son état normal, mon refuge, mon espace, ma place dans le monde. Quand j'eus fini, je pris une douche avec de l'eau si chaude qu'elle me laissa la peau rouge. Je me lavai les cheveux 3 fois pour qu'ils cessent de sentir la tomate. J'enfilai des vêtements propres et confortables, mon pyjama préféré, même s'il était à peine 10 heures du matin. Je me préparai une tasse de café bien chaud et m'assis dans mon fauteuil, celui que Rebecca avait essayé de jeter sous prétexte qu'il était trop vieux. Il était vieux. Il avait 20 ans. Je l'avais acheté quand Elias était parti à l'université. C'était le premier meuble que je choisissais uniquement pour moi, sans penser à personne d'autre. Et il était confortable, et il était mien. Je restais assise là à boire mon café, regardant mon salon qui était enfin de nouveau uniquement à moi. Les espaces vides où se trouvaient les affaires de Rebecca semblaient maintenant spacieux, propres. Je pouvais enfin respirer. Mon téléphone sonna, me faisant sursauter. Je le sortis de ma poche, m'attendant à voir le nom d'Elias s'afficher à l'écran, mais ce n'était pas lui. C'était un numéro inconnu. J'hésitai un instant avant de répondre. Allô ? Bonjour, Madame Théodora Salazar ? Oui, c'est moi. Bonjour, Madame. Je vous appelle de la First National Bank. Nous avons des irrégularités à examiner avec vous concernant une carte de crédit ouverte à votre nom en mars de cette année. Mon estomac se noie. La carte. Bien sûr, ce n'était pas fini. Rien de tout cela n'était vraiment fini. Oui, je suis au courant pour cette carte. Mon fils l'a ouverte sans mon autorisation. Je viens de l'apprendre il y a quelques jours. Je comprends. Eh bien, madame, nous avons un solde débiteur de $4200 et le paiement minimum accuse un retard de 2 mois. $4200. J'eus l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. $4200 que je n'avais pas dépensés. $4200 pour des choses dont j'ignorais même la nature. Je n'ai pas autorisé cette carte, dis-je d'une voix tremblante. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien commandé. Je comprends, madame, mais la carte est à votre nom et comporte votre numéro de sécurité sociale. Si quelqu'un a commis une fraude, vous devrez déposer une plainte à la police et collaborer avec nous pour résoudre la situation. En attendant, la dette reste sous votre responsabilité légale. Je fermai les yeux. Bien sûr, la dette était de ma responsabilité. Tout était toujours de ma responsabilité. Que dois-je faire ? Le représentant de la banque m'expliqua la marche à suivre, signaler la fraude, remplir des formulaires, fournir des justificatifs, prouver que je n'avais pas effectué ces dépenses. Et éventuellement témoigner contre mon propre fils si la banque décidait d'engager des poursuites pénales. Tout était si compliqué. Tout était si épuisant. Quand je raccrochais, je restais à fixer l'écran. Toujours aucun message d'Elias, aucun appel, rien.
Mon fils qui avait vécu dans mon ventre pendant 9 mois. Mon fils que j'avais allaité, bercé et soigné lorsqu'il était malade. Mon fils pour qui j'avais cumulé 2 emplois pendant des années afin qu'il ait des vêtements neufs, des fournitures scolaires et un toit sur au-dessus de la tête. Ce fils m'avait volé. Il m'avait menti. Et maintenant, il n'avait même pas le courage de m'appeler. 3 jours passèrent sans nouvelles d'Elias. 3 jours durant lesquels mon téléphone resta silencieux. 3 jours durant lesquels chaque fois que la sonnette retentissait, mon cœur faisait un bond, mais c'était toujours quelqu'un d'autre. Le facteur, un démarcheur, Monsieur Hector prenant de mes nouvelles. Pendant ces 3 jours, ma maison retrouva son rythme. Je me levai tôt, comme toujours. Je fis mon café. J'arrosai mes plantes. Je fis mes courses seul, portant mes sacs sans l'aide de personne, comme je l'avais fait pendant des années avant leur arrivée. C'était étrange au début. La maison semblait très silencieuse, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était de la paix. Le 4e jour, je me rendis à la banque. J'apportai tous les documents que j'avais pu rassembler, les relevés bancaires, la lettre qui était privée, ma pièce d'identité. Je m'assis au bureau d'une jeune femme nommée Cécilia, qui me regarda avec ce mélange de pitié et de professionnalisme que les gens adoptent lorsqu'ils savent que vous êtes en difficulté. Madame Salazar, j'ai examiné votre dossier. En effet, la carte a été ouverte en mars avec vos informations personnelles. Avez-vous une idée de la façon dont votre fils a obtenu vos documents? Il vivait avec moi, répondis-je d'une voix fatiguée. Ou plutôt, je l'hébergeais. Il avait accès à tout. Cécilia hocha la tête tout en tapant sur son ordinateur. Les dépenses ont été effectuées principalement dans des restaurants, des magasins de vêtements, une bijouterie, ainsi que plusieurs paiements en ligne. Reconnaissez-vous l'un de ces établissements? Elle me montra l'écran. Je lus ligne par ligne. Des restaurants chers où je n'avais jamais mis les pieds. Des boutiques de marque où un simple chemisier coûtait ce que je gagnais en une semaine. Une bijouterie avec un achat de $1,200. Je me souvins du collier que Rebecca avait commencé à porter en avril. Ce collier en or avec un pendentif brillant dont elle disait qu'Elias le lui avait offert pour leur anniversaire. Il l'avait acheté avec mon argent, à mon nom, avec mon crédit. Je n'en reconnais aucun, finis-je par dire. Je n'ai pas dépensé un seul centime avec cette carte. Cécilia me tendit des formulaires. J'ai besoin que vous remplissiez ceci. Il s'agit d'une déclaration de fraude. Vous devrez également déposer une plainte à la police. La banque mènera une enquête et, si nous déterminons qu'il s'agit bien d'une fraude, nous annulerons la dette et fermerons la carte. Et si mon fils reconnaît l'avoir utilisée? Elle me regarda gravement. Dans ce cas, la banque peut décider d'engager des poursuites pénales contre lui. Nous parlons d'usurpation d'identité et de vol. Ce sont des délits graves. C'est mon fils, dis-je, la voix brisée. Je sais, madame, et je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive, mais il a commis un délit, et vous devez vous protéger. Je pris les formulaires d'une main tremblante. Cécilia m'offrit un verre d'eau, que j'acceptai avec gratitude. Combien de temps ai-je pour remplir cela? Je quittai la banque avec une chemise pleine de papier et un poids dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec l'argent. Je marchais les 4 pâtés de maison qui me séparaient de chez moi, ressentant chacun de mes 68 ans. J'avais mal aux genoux. J'avais mal au dos. J'avais mal au cœur plus qu'à toute autre chose. Quand j'arrivai devant ma porte, quelqu'un m'attendait. Elias. Mon fils était assis sur mes marches, la tête entre les mains. Lorsqu'il m'entendit arriver, il leva les yeux, et ce que je vis me brisa le cœur. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés. Il avait l'air vaincu. Maman, dit-il, et sa voix ressemblait à celle qu'il avait lorsqu'il était enfant et qu'il avait fait une bêtise. Je restai debout devant lui sans rien dire. La chemise de la banque pesait comme du plomb entre mes mains. Elias se leva avec difficulté. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes. J'hésitais. Une partie de moi voulait le serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien, tout arrangé comme je le faisais quand il était petit. Mais une autre partie, celle qui avait mûri ces derniers jours, savait que ce serait une erreur. 5 minutes, dis-je enfin en ouvrant la porte. Nous entrâmes dans la maison.
Elias regarda autour de lui comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Les espaces vides là où se trouvaient auparavant les affaires de Rebecca, la propreté, l'ordre. Tout était redevenu comme avant leur arrivée. « C'est joli, dit-il à voix basse. On dirait l'époque de mon enfance. » Nous nous assîmes dans le salon. J'étais dans mon vieux fauteuil. Il était sur le canapé que j'avais acheté il y a 15 ans, et qui avait survécu à toutes les tentatives de Rebecca pour le remplacer. Le silence s'étira entre nous comme un abîme. Rebecca est partie, finit-il par dire. Elle a pris un bus pour retourner chez sa mère. Elle m'a laissé un message disant qu'elle n'en pouvait plus, que c'était mon problème, pas le sien. Et à quoi t'attendais-tu, demandai-je, incapable de me retenir. Toute cette situation est privée parce qu'elle voulait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et parce que tu es entré dans son jeu, Elias passa ses mains sur son visage. Je sais que tu as raison, mais sur le coup, maman, je voulais juste la paix. Elle me mettait la pression sans arrêt, et c'était plus facile de dire oui que de l'affronter, tout comme c'était plus facile d'ouvrir une carte de crédit à ton nom que de te dire la vérité sur mon travail. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. J'allais te le dire. Je te jure que j'allais te le dire, mais chaque jour qui passait rendait la chose plus difficile. Et Rebecca disait que si je te le disais, tu nous jetterais dehors, qu'il valait mieux garder le secret jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Et ce travail? Tu l'as trouvé? Il secoua la tête, fixant le sol. J'ai envoyé des centaines de candidatures. Personne ne m'appelle. Et quand il m'appelle et qu'il voit mon âge, 43 ans, il cherche quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qu'ils peuvent payer moins. Ce n'est pas une excuse pour me voler, Elias. Je sais, sa voix se brisa. Je sais, et je suis tellement désolé, maman. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé. Je ramassai la chemise de la banque et la posai sur la table basse entre nous. 4200 $. C'est ce que tu as dépensé en utilisant mon nom. Des restaurants, des vêtements, un collier pour ta femme, qui n'est même pas là pour le porter aujourd'hui. Je vis des larmes commencer à couler sur ses joues. Je vais te rembourser. Je ne sais pas comment, mais je vais tout te rembourser. Jusqu'au dernier centime. Avec quel argent, Elias? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'économie. Ta femme est partie. Où vas-tu trouver 4000 $? Il sanglotait ouvertement à présent, comme un petit enfant. Je ne sais pas, mais je trouverai un moyen. Je te le promets. Je le regardai pleurer et sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas du pardon. C'était quelque chose de plus profond et de plus douloureux. C'était la prise de conscience que mon fils, le garçon que j'avais élevé pour qu'il soit bon et honnête, était devenu quelqu'un capable de me mentir et de me voler. La banque veut que je porte plainte, dis-je à voix basse. Ils disent que c'est le seul moyen d'annuler la dette, que si je ne le fais pas, je devrais payer chaque centime moi-même. Elias releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Non, maman. S'il te plaît. Si tu portes plainte, j'aurai un casier judiciaire. Je ne retrouverai jamais de travail. Ma vie sera finie. Ta vie est déjà compliquée, Elias. Et la mienne l'est aussi à cause de ce que tu as fait. Mais je suis ton fils, dit-il désespérément. Je suis ton fils unique. Tu ne peux pas me faire ça. Et elle était là, la manipulation, douce, enrobée de larmes et de désespoir. Mais c'était de la manipulation tout de même, tout comme Rebecca, comme toujours. C'est précisément parce que tu es mon fils que cela me fait si mal, répondis-je. Parce que j'attendais plus de toi. Parce que je t'ai mieux élevé que cela. C'est vrai, admit-il. Tu m'as bien élevé. C'est moi qui ai échoué. J'ai pris les mauvaises décisions. J'ai laissé Rebecca me convaincre de choses que je savais être mauvaises. J'ai été faible. Être faible n'est pas un crime, Elias. Mais voler, oui. Il s'effondra contre le dossier du canapé, épuisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi ce que je dois faire, et je le ferai. Je sortis les formulaires de fraude de la chemise. Je veux que tu signes ceci. C'est une confession dans laquelle tu admets avoir ouvert la carte sans mon autorisation et avoir effectué toutes ces dépenses. Grâce à cela, la banque annulera la dette à mon nom. Et après? Vont-ils m'arrêter?
Je n'en sais rien, dis-je honnêtement. Peut-être. Cela dépend de la banque. Mais Elias, si tu ne fais pas cela, je devrais payer ces 4000 $ moi-même, et je ne les ai pas. Mes économies couvrent à peine mes dépenses quotidiennes. Je ne peux pas supporter une dette qui n'est pas la mienne. Elias regarda les formulaires comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Ses mains tremblaient lorsqu'il les prit. Il lut chaque ligne lentement, ses lèvres bougeant en silence tandis qu'il assimilait les mots. Confession de fraude. Utilisation non autorisée d'informations personnelles. Charges effectuées sans le consentement du titulaire de la carte. Je n'ai pas de stylo, dit-il enfin d'une voix creuse. J'en sortis un de mon sac et le lui tendis. Il le prit mais ne retira pas le capuchon. Il fixa le papier, puis me regarda, puis regarda à nouveau le papier. Si je signe cela, me pardonneras-tu un jour? La question me prit au dépourvu. Non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce que je n'avais pas de réponse prête. Allais-je lui pardonner? Pouvais-je pardonner cela? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je ne savais pas que Rebecca allait faire ça, dit-il rapidement. Je te jure que ce matin-là, je me suis réveillé et elle était déjà partie. Elle a laissé un mot disant qu'elle allait arranger les choses. Quand j'ai vu ton message concernant la police, j'ai failli mourir de peur. Et pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite? Pourquoi as-tu attendu 3 jours? Parce que je suis un lâche, admit-il, et de nouvelles larmes se mirent à couler sur ses joues. Parce que j'avais peur de t'affronter. Parce que je savais que j'avais échoué de la pire des manières envers toi et je ne savais pas comment te regarder en face. Eh bien, tu es là maintenant, dis-je. À me regarder en face. Et voici le document qui va commencer à régler au moins la partie financière de ce gâchis. Elias retira le capuchon du stylo d'une main tremblante. Il le tint au-dessus du papier pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. Puis, dans un profond soupir qui sembla venir du plus profond de son âme, il signa. Son nom apparut sur cette ligne comme un aveu, comme une fin, mais peut-être aussi comme un début. Il me remit les papiers, et je les rangeai soigneusement dans la chemise. J'irai à la banque cet après-midi même. Je remettrai cela, et avec un peu de chance, dans quelques semaines, la dette disparaîtrait de mon nom. Mais les dégâts causés à notre relation, eux, ne disparaîtraient pas si facilement. Où loges-tu? Demandai-je après un long silence. Dans un hôtel bon marché près de la gare routière, 22 $ la nuit. C'est tout ce que je peux m'offrir avec le peu qu'il me reste. Et après cela, qu'as-tu l'intention de faire quand tu n'auras plus d'argent? Il haussa les épaules, vaincu. Je ne sais pas, chercher un refuge peut-être, ou dormir dans ma voiture. On verra. Une partie de moi, cette partie maternelle qui ne meurt jamais, peu importe à quel point on vous blesse, voulait lui proposer de rester, lui dire qu'il pouvait revenir, que nous pouvions essayer à nouveau. Mais je me mordis la langue parce que je savais que ce serait une erreur, parce que je savais que rien n'avait vraiment changé. Il était toujours sans emploi. Il était toujours faible face à la pression, et j'étais toujours son filet de sécurité, celle qui le sauvait toujours. Mais je ne pouvais plus continuer à le sauver. Pas aux dépens de ma propre stabilité. Tu dois trouver un travail, Elias. N'importe quel travail. Peu importe si ce n'est pas ce que tu as étudié ou ce que tu veux faire. Tu as besoin d'un revenu. J'ai postulé partout, dit-il avec frustration. Supermarché, restaurant, entrepôt. Personne ne m'appelle. Es-tu allé sur place en personne? As-tu parlé directement au responsable? Il secoua la tête. Tout se fait en ligne maintenant. Il ne vous laisse même pas déposer un CV physique. Je me levai et allai dans ma chambre. Je revins avec 200 $ en espèces. Je les avais retirés du distributeur la veille, une partie de mon budget pour les courses du mois. Je tendis l'argent à Elias. Il regarda les billets sans les prendre. Je ne peux pas accepter ça, maman. Je t'ai déjà assez volé. Ce n'est pas un cadeau, dis-je fermement. C'est un prêt. Avec cela, tu pourras payer l'hôtel quelques jours de plus pendant que tu cherches vraiment du travail. Et quand tu auras trouvé quelque chose, tu me le rembourseras. Jusqu'au dernier centime. Il prit finalement l'argent avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Merci, chuchota-t-il. Je te rembourserai. Je te le promets.
Les promesses d'Elias ne signifiaient plus grand-chose pour moi, mais je hochais la tête malgré tout. Il y a autre chose que je dois te dire, continuai-je. Tu ne peux pas revenir vivre ici. Pas de la façon dont tu l'as fait. C'est ma maison, mon espace, ma paix. Je te l'ai ouverte quand tu en avais besoin. Et vous avez détruit cette paix. Toi et Rebecca. Je sais, dit-il d'une voix brisée. Et je suis tellement désolé. Nous avons laissé la situation nous échapper. Tu as laissé la situation t'échapper. Ce n'est pas seulement que cela t'a échappé, Elias. Tu as pris des décisions actives pour m'enlever le contrôle dans ma propre maison. Vous avez déplacé des meubles sans me demander mon avis. Vous avez jeté mes affaires. Vous avez décidé de ce qui était cuisiné, de ce qu'on regardait à la télévision, de la façon dont tout était organisé. Tu m'as fait me sentir comme une invitée dans l'endroit que j'ai acheté à la sueur de mon front. Il se couvrit le visage de ses mains. Rebecca disait qu'elle ne faisait que moderniser, que ta maison avait besoin de changement, et je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de se disputer. Et qu'en est-il de ce dont j'avais besoin? De mon confort, de mon opinion, de mes sentiments? Tu as raison, admis-il. Nous n'avons pas pensé à toi. Nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes, à ce que nous voulions, à la façon de rendre les choses plus confortables pour nous sans considérer que c'était ton espace, pas le nôtre. Je m'assieds à nouveau dans mon fauteuil, ressentant le poids de toutes ces années, de toutes les fois où j'avais cédé. De toutes les fois où j'avais gardé le silence pour préserver la paix. De toutes les fois où j'avais fait passer les besoins des autres avant les miens. Pendant 30 ans, j'ai travaillé pour avoir cette maison, dis-je lentement. 2 emplois, des doubles gardes. J'ai sacrifié les vacances, les vêtements neufs, les sorties entre amis, tout cela pour que tu aies un foyer chaleureux. Pour que tu puisses étudier sans souci. Pour te donner ce que ton père ne nous a jamais donné. Elias sanglota. Et j'ai tout gâché. Tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas tout gâché, le corrigeai-je. Tu as obtenu ton diplôme. Tu as eu de bons emplois. Tu as eu une vie. Mais à un moment donné, tu as cessé d'estimer l'effort derrière tout cela. Tu as cessé de voir que le monde ne te doit rien, que tout s'obtient par le travail. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Je sais que tu es désolé, Elias, mais le regret ne suffit pas. Tu as besoin de changer. De changer vraiment. Il hocha la tête encore et encore, comme un enfant qui se fait gronder. Je vais changer. Je le promets. Je vais trouver un travail. Je vais te rembourser tout ce que je te dois. Je vais te prouver que je peux être le fils que tu mérites. Je voulais le croire de toutes mes forces. Je voulais croire que cette fois serait différente. Mais j'avais déjà entendu ces mots auparavant. Lorsqu'il avait perdu son premier emploi, lorsqu'il s'était endetté pour la première fois avec ses cartes de crédit, lorsque Rebecca et lui avaient eu leur première grande dispute, il y avait toujours eu des promesses. Il y avait toujours eu des larmes. Il y avait toujours eu cette fois, ce sera différent. Mais cela ne l'était jamais. Lève-toi, finis-je par dire. Il me regarda, confus, mais obéit. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Je serai toujours ta mère. Je t'aimerai toujours. Mais aimer ne signifie pas te laisser me détruire. Aimer ne signifie pas être ton éternel filet de sécurité pendant que tu prends des décisions irresponsables. Je comprends, chuchota Théil. Je ne pense pas que tu comprennes, dis-je fermement. Parce que si tu comprenais, tu n'aurais jamais ouvert cette carte. Tu n'aurais jamais laissé Rebecca me manquer de respect dans ma propre maison. Tu ne lui aurais jamais permis d'essayer de forcer ma porte avec des serruriers. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main. Non, laisse-moi finir. Ces derniers jours depuis que vous êtes parti, ma maison ressemble à nouveau à un foyer. Je me réveille sans anxiété. Je bois mon café en paix. Je n'ai pas à cacher mes affaires importantes. Je n'ai pas à marcher sur des œufs dans mon propre espace. Et j'ai réalisé quelque chose. Je suis fatigué, Elias. J'ai 68 ans et je suis profondément fatigué de porter les problèmes de tout le monde. Maman, je ne veux pas être un fardeau. Mais tu en es un, l'interrompis-je. Et tu le es depuis longtemps. Depuis que tu as 20 ans et que je payais encore ton téléphone. Depuis que tu en as 25 et que je t'ai prêté l'argent pour l'apport de ta voiture,
que tu ne m'as jamais remboursé. Depuis que tu en as 30 et que je t'ai aidé pour le loyer 3 mois d'affilée. J'ai toujours été là pour te sauver et tu as toujours su que je serais là. Alors, tu n'as jamais vraiment eu à te tenir sur tes 2 pieds. Les mots étaient douloureux à prononcer, mais ils étaient vrais. Absolument vrais. Elias pleurait maintenant à chaudes larmes. Alors quoi? Tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi. Je secouai la tête. Elias se tenait devant moi, les $200 serrés dans sa main, comme s'il s'agissait de la seule chose solide dans un monde qui s'écroulait autour de lui. Ses yeux étaient toujours rouges, gonflés d'avoir tant pleuré. Mais il y avait autre chose dans son expression à présent, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Peut-être une honte sincère. Peut-être le début d'une prise de conscience. « Est-ce que je peux au moins t'appeler » demanda-t-il d'une voix faible. « Pour te donner de mes nouvelles. »« Tu peux m'appeler » répondis-je. « Mais je ne vais pas te donner d'argent chaque fois que tu appelleras. Je ne vais pas résoudre tes problèmes. Je peux t'écouter. Je peux te conseiller, mais tu dois parcourir ce chemin toi-même. » Il hocha lentement la tête. « Et si les choses se passent vraiment mal pour moi? Si je me retrouve à la rue? » La question me toucha de plein fouet parce que je savais ce qu'il faisait. Il cherchait cette faille, cette petite part de mon cœur de mère qui finissait toujours par céder. Cette part qui ne pouvait supporter l'idée de voir son fils souffrir. Mais cette fois, je tins bon. Alors tu devras aller dans un refuge, ou demander de l'aide à des amis, ou t'adresser aux services sociaux. Il existe des ressources pour les gens dans ta situation, Elias. Des ressources qui ne sont pas moi. Je vis son visage s'affaisser lorsqu'il comprit que cette fois, je ne céderais pas. Cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. « Je t'aime » dit-il soudain. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'aime, maman. »« Je t'aime aussi » répondis-je. Et c'est vrai. Mais l'amour ne suffit pas. Il n'a jamais suffi. Il se dirigea vers la porte, traînant les pieds comme si chaque pas lui coûtait un effort monumental. Sur le seuil, il s'arrêta et se tourna une dernière fois. « Je vais te prouver que je peux changer. Je ne sais pas combien de temps cela me prendra, mais je vais le faire. Ne me le prouve pas à moi, dis-je. Prouve-le-toi à toi-même. » Je le regardai descendre les marches et s'éloigner dans la rue jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors que je fermai la porte et m'y appuyai. Tout mon corps tremblait. Cela avait été l'une des conversations les plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des plus nécessaires. Je passai le reste de la journée dans un état étrange. J'allai à la banque et remis les documents signés par Elias. Cécilia m'assura que la procédure prendrait quelques semaines, mais qu'avec la confession signée, il était très probable que la dette soit annulée. Je repartis de là avec un poids en moins sur les épaules, mais un nouveau poids sur le cœur. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais allongé dans mon lit à fixer le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, à la façon dont ma vie avait pris un tournant si radical, à la force que j'avais trouvée sans savoir que je la possédais. Dans les jours qui suivirent, j'établis une nouvelle routine. Je me levais tôt, faisais un peu de gymnastique douce dans le salon et prenais mon petit déjeuner tranquillement en lisant le journal. Je m'occupais de mon petit jardin, qui avait été négligé pendant des mois. Rebecca détestait me voir y passer du temps parce qu'elle disait que la terre sous mes ongles était affreuse. Maintenant, je pouvais avoir les mains aussi sales que je le voulais. Monsieur Hector commença à me rendre visite les après-midi. Nous buvions du café sur mon porche et discutions de tout et de rien. Il me racontait des histoires de l'époque où sa femme était en vie, de la façon dont elle lui manquait mais comment il avait appris à être seul sans ressentir la solitude. Je lui parlais de mon travail durant toutes ces années, des choses que j'avais sacrifiées et de ce que j'avais gagné. Un après-midi, alors que nous partagions des biscuits que j'avais préparés, il me posa une question que personne d'autre n'avait osé me poser. « Est-ce que vous regrettez de les avoir jetés dehors ?» La question me prit de court. Je fixai ma tasse de café, regardant la vapeur s'élever en spirale. Parfois, admis-je, il y a des moments où la présence d'Elias me manque. L'idée d'avoir de la famille à la maison me manque. Mais ensuite, je me rappelle ce que je ressentais quand ils étaient là, invisibles dans ma propre maison, utilisés, bafoués. Et alors je sais que j'ai pris la bonne décision. Monsieur Hector hocha sagement la tête. Être une bonne personne ne signifie pas se laisser marcher dessus.
Ma femme m'a appris cela. Elle disait, la bonté sans limite n'est pas de la gentillesse. C'est de l'autodestruction. Elle avait raison, dis-je. Il m'a fallu 68 ans pour l'apprendre, mais elle avait raison. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, répondit-il avec un sourire. Ma femme disait cela aussi. 2 semaines passèrent. Elias m'appela 3 fois. Le premier appel eut lieu 2 jours après notre conversation. Il semblait plein d'espoir. Il avait obtenu un entretien dans un entrepôt. Le deuxième appel eut lieu 1 semaine plus tard. Il n'avait pas obtenu ce poste, mais il avait un autre entretien de prévu. Le troisième appel arriva exactement 14 jours après que je les eusse jetés dehors. Maman, dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. J'ai trouvé un travail. Je sentis mon cœur rater un battement. Vraiment? Oui, dans un supermarché. Je mets les produits en rayon et j'aide à l'arrière. Ce n'est pas grand-chose. Il paie $11 de l'heure, mais c'est un début. Je restai silencieuse un moment, laissant les mots pénétrer mon esprit. Je suis fier de toi, finis-je par dire, et c'était vrai. Je sais que ce n'est pas ce que tu as étudié, mais c'est un pas en avant. Je commence demain, continua-t-il. L'équipe de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Et maman, j'ai parlé au responsable. Je lui ai expliqué ma situation concernant la dette. Il a dit que nous pouvions mettre en place un arrangement pour qu'il prélève quelque chose sur chaque chèque afin de commencer à te rembourser. Tu n'es pas obligé de faire cela immédiatement, dis-je. Tu as besoin de te stabiliser d'abord. Non. Sa voix se fit ferme. C'est important. Tu m'as prêté ces $200. J'ai signé cette confession qui pourrait m'attirer des ennuis. Le moins que je puisse faire est de commencer à te rembourser. La conversation fut brève. Il devait aller chercher son uniforme et se préparer pour sa première journée. Quand je raccrochai, je fixai le téléphone pendant un long moment. Peut-être, juste peut-être, que cette fois-ci serait vraiment différente. La banque m'appela 3 jours plus tard. Cécilia semblait soulagée en parlant. Madame Salazar, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons examiné votre dossier, avec la confession signée et l'enquête sur les transactions, nous avons déterminé que vous avez été victime d'une usurpation d'identité. Nous allons annuler complètement la dette de $4200. Votre dossier de crédit sera propre. J'eus l'impression qu'un bloc de ciment venait d'être retiré de ma poitrine. Et qu'en est-il de mon fils? Allez-vous porter plainte? Il y eut un silence. Cette décision est entre les mains du service juridique. Mais étant donné qu'il a avoué et que vous êtes de la famille directe, il est possible que cela soit simplement enregistré dans notre système interne et qu'il ne poursuive pas légalement. Je ne peux rien vous promettre, mais c'est probable. Quand je raccrochai, je pleurais. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Précisément. Je pleurais pour tout ce qui s'était passé, pour la trahison, pour la douleur, pour la force que j'avais dû trouver, pour mon fils, qui semblait enfin grandir. Je pleurais pour moi-même et pour tout ce que j'avais sacrifié. Madame Ottilia frappa à ma porte cet après-midi-là. Elle m'apportait un gâteau qu'elle avait préparé. Vous avez l'air différente, dit-elle alors que nous étions assises dans mon salon. Plus légère, en quelque sorte. Je me sens différente, admis-je. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Avez-vous des nouvelles de votre fils? Je lui parlais du travail, des appels, de la banque qui annulait la dette. Je suis heureuse pour vous, dit-elle sincèrement. Et je suis heureuse pour lui aussi. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond pour commencer à remonter. Je ne voulais pas qu'il touche le fond, dis-je. Je voulais le protéger de cela, mais qu'en le protégeant trop, je l'ai rendu plus faible. Ce n'est pas vous qui l'avez rendu faible, me corrigea-t-elle. Cette nuit-là, seul chez moi, je me préparais un dîner simple. Une soupe maison avec du pain grillé. Je m'assis à ma petite table, la même où Elias et moi avions pris des milliers de repas lorsqu'il était enfant. La même dont Rebecca se plaignait qu'elle était trop vieille et devait être remplacée. Mais cette table avait une histoire. Elle avait de la mémoire. Elle avait une valeur qui ne pouvait être mesurée en argent. Je mangeais lentement, savourant chaque cuillerée, appréciant le silence. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli de paix, de possibilités, d'un avenir qui était enfin à nouveau le mien.
Un mois après qu'Elias eut commencé à travailler, il se présenta à ma porte un samedi après-midi. Il portait son uniforme de supermarché, taché de sueur et de travail. Son visage semblait différent, plus mince peut-être, mais aussi plus éveillé. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des années. « Salut, maman » dit-il quand j'ouvris la porte. « Est-ce que je peux entrer une minute ?» J'hésitai une seconde avant de m'écarter. Il entra et regarda autour de lui comme il le faisait toujours maintenant, comme s'il visitait un musée de sa propre histoire. « Je rentre tout juste du travail » expliqua-t-il en montrant ses vêtements. « J'ai fait une double garde aujourd'hui. Le responsable a dit que je pouvais faire des heures supplémentaires quand je le voulais. »« C'est bien, » dis-je, le guidant vers le salon. « Tu veux de l'eau ? Du café ? De l'eau, c'est parfait. » J'allai dans la cuisine et revins avec 2 verres. Nous nous assîmes à nos places habituelles. Il but presque tout son verre d'un trait. « J'ai quelque chose pour toi » dit-il en sortant une enveloppe de sa poche arrière. « C'est le premier versement. » Je pris l'enveloppe, sentant son poids entre mes doigts. Je l'ouvris. Il y avait $100 en petites coupures. « Elias, c'est... » « Je sais que ce n'est pas beaucoup, » m'interrompit-il. « Et je sais que je te dois bien plus que $200. Il y a les $4000 de la carte, même si la banque a annulé ta dette. Mais je les ai dépensés. Je les dois. Alors, je vais tout te rembourser petit à petit, mais je vais le faire. » Je fixai l'argent, des billets de 10 et de 5, certains froissés, provenant probablement de pourboires qu'il avait gagnés en aidant des clients à charger leurs courses dans leur voiture. « Tu n'as pas à me rembourser les $4000, dis-je. La banque a réglé le problème. »« Mais je les ai dépensés, » insista-t-il. « J'ai dépensé $4200 de ton crédit pour des choses dont nous n'avions pas besoin, pour des restaurants chers afin d'impressionner Rebecca, pour des vêtements pour bien paraître, pour un collier qui coûtait plus cher que ce que tu dépenses en nourriture en 3 mois. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. « Alors, je vais te rembourser, non pas parce que la banque l'exige, mais parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est ce que je te dois. » Je remis l'argent dans l'enveloppe et la posai sur la table basse. « Comment t'en sors-tu financièrement ? Peux-tu te permettre de me donner cela tout en vivant convenablement ? » « J'ai un budget, » répondit-il. J'ai noté toutes mes dépenses, le loyer, la nourriture, la voiture, les cours, les factures. Et après tout cela, il me reste $500 pour toi et un peu pour les économies. Ce n'est pas beaucoup, mais j'apprends à vivre avec ce que j'ai. Ces mots valaient plus que n'importe quelle somme d'argent. « Parle-moi de tes cours » demandai-je. « Qu'est-ce que ça fait d'étudier à nouveau ? » « C'est difficile, » admit-il. « Parfois, je rentre du travail tellement fatigué que je peux à peine garder les yeux ouverts, mais j'aime ça. J'aime sentir que je construis quelque chose, que j'avance au lieu de simplement survivre. » Nous restâmes à parler pendant plus d'1 heure. Il me raconta sa routine, comment il se levait à 5 heures du matin pour étudier avant le travail, comment il s'était fait des amis au supermarché, des gens travailleurs et honnêtes, comment l'un de ses collègues lui apprenait à cuisiner des plats plus élaborés mais économiques. « Et Rebecca » demandai-je enfin. « As-tu des nouvelles d'elle ? » Elle m'a appelé il y a 2 semaines, dit-il en regardant ses mains. Elle voulait que je revienne vers elle. Elle a dit que sa mère en avait assez de la voir à la maison, que si je trouvais un bon travail, nous pourrions louer un appartement ensemble à nouveau. Et que lui as-tu dit ? Que non. Que j'ai besoin d'être seul pendant un temps. Que j'ai besoin de comprendre qui je suis sans que quelqu'un d'autre me dise quoi faire ou quoi penser. Je vis quelque chose dans son expression qui me remplit d'espoir. C'était de la clarté. C'était la première fois depuis des années qu'Elias parlait de lui-même avec cette certitude. Elle s'est vraiment mise en colère, continua-t-il. Elle a dit que j'étais un raté, qu'elle avait perdu son temps avec moi, que je ne trouverais jamais personne de mieux qu'elle. Et qu'as-tu ressenti quand elle a dit cela ? Du soulagement, admit-il. Parce que j'ai réalisé qu'elle avait raison sur un point. Je ne vais pas trouver quelqu'un de mieux qu'elle. Je vais trouver quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne me donne pas l'impression que je dois m'excuser d'exister. Je sentis quelque chose gonfler dans ma poitrine. De la fierté peut-être, ou de l'espoir, ou simplement de l'amour maternel en voyant son fils enfin se réveiller. Il y a autre chose que je veux te dire, ajouta Elias après un silence, à propos de tout ce qui s'est passé, de Rebecca qui a essayé de forcer la porte.
J'attendis sans rien dire. Quand j'ai vu ton message ce matin-là, quand j'ai lu ce qui s'était passé avec les serruriers et la police, j'ai pensé qu'elle était devenue folle. Mais plus tard, quand j'ai parlé avec elle, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'était pas folle. Elle était désespérée. Et c'est moi qui l'avais rendue ainsi. Tu l'as rendue désespérée? Je lui ai promis des choses que je ne pouvais pas tenir, expliqua-t-il. Je lui ai dit que la maison serait à nous un jour, que tu étais âgé, et que lorsque tu ne pourrais plus t'occuper de toi-même, nous garderions tout. Je lui ai fait croire que ce n'était qu'une question de temps. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Non pas par surprise, car au fond de moi, je l'avais toujours soupçonné, mais l'entendre de sa bouche était différent. Pourquoi, demandai-je d'une voix douce. Pourquoi lui as-tu dit cela? Parce que c'était plus facile que d'admettre que je n'avais rien, répondit-il avec honte. Que j'avais perdu mon travail, que je n'avais pas d'argent, que j'étais complètement dépendant de toi. C'était plus facile de lui faire croire que c'était temporaire, qu'il y avait un plan, que nous finirions par avoir quelque chose à nous. Mais il n'y a jamais eu de plan. Non, admit-il, il n'y a jamais eu de plan. Il y avait seulement l'espoir que quelque chose de miraculeux se produise, que je trouve un travail incroyable, que je gagne à la loterie, que tu décides de nous donner la maison. Me donner ma maison, répétai-je, incrédule. Il hocha misérablement la tête. Rebecca disait que c'était juste, que tu avais vécu ta vie, que c'était maintenant à ton tour de nous aider à vivre la vôtre. Et je l'ai écouté parce que je voulais croire que cela avait du sens, parce que c'était plus confortable que de faire face à la réalité. La réalité d'un adulte de 43 ans incapable de s'assumer, continua-t-il d'une voix brisée. Qui a toujours dépendu de toi? Qui n'a jamais vraiment grandi? Le silence qui suivit fut lourd. J'entendais l'horloge murale égrener les secondes. J'entendais ma propre respiration. J'entendais le poids de toutes ces vérités enfin formulées à haute voix. Merci de me dire cela, finis-je par dire. Je sais que ce n'était pas easy. Tu devais le savoir, répondit-il. Parce que je ne peux pas vraiment changer si je continue à porter des secrets, et parce que je te dois de l'honnêteté. C'est le moins que je puisse faire après tout. Il resta encore un peu. Il me parla de ses collègues, du responsable qui lui avait donné sa chance malgré son âge, d'une dame âgée qui faisait ses courses au supermarché chaque jeudi et demandait toujours son aide à lui spécifiquement parce qu'elle disait qu'il était poli et patient. De petites histoires d'une vie qu'il construisait à partir de rien, une vie honnête, même si elle était humble. Quand il partit, la nuit tombait. Je le regardais marcher vers l'arrêt de bus parce qu'il n'avait toujours pas de voiture. Je le regardais attendre sous le réverbère. Et quand le bus arriva et qu'il monta, je restais à la fenêtre à le regarder s'éloigner. Cette nuit-là, je comptais les $100 qu'il m'avait remis. Je les pliais soigneusement et les rangeais dans une vieille boîte en métal où je gardais de l'argent de secours. Non pas parce que j'en avais un besoin urgent, mais parce que cet argent signifiait quelque chose de bien plus grand que sa valeur monétaire. Il signifiait l'effort. Il signifiait le changement. Il signifiait que peut-être, juste peut-être, mon fils était enfin en train de grandir. Monsieur Hector vint me rendre visite le lendemain avec des fleurs de son jardin. Vous avez l'air heureuse, observa-t-il alors que je mettais les fleurs dans un vase avec de l'eau. Elias est venu hier, lui dis-je. Il m'a apporté de l'argent, son premier versement. Et cela vous a rendue heureuse. Ce n'est pas l'argent, expliquai-je. C'est ce qu'il représente. C'est de le voir essayer. De le voir prendre ses responsabilités. Monsieur Hector hocha la tête avec sagesse. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour les gens que nous aimons est de les laisser tomber afin qu'ils apprennent qu'ils peuvent se relever par eux-mêmes. Vous aviez raison, dis-je. Votre femme avait raison sur beaucoup de choses. C'était une femme sage, répondit-il avec un sourire triste. Et vous l'êtes aussi, Théodora. Il vous a fallu du temps pour le réaliser, mais vous l'êtes. Cette semaine-là, je reçus une lettre de la banque. C'était officiel. La dette était complètement annulée. Mon dossier de crédit était propre. Il n'y aurait pas de poursuite pénale contre Elias puisqu'il avait avoué que j'étais la victime directe et que j'avais accepté de ne pas engager de poursuite judiciaire. Tout était résolu, du moins sur le papier. Mais la véritable résolution, je le réalisais, ne résidait pas dans les documents bancaires ni dans les $100 conservés dans ma boîte en métal. Elle résidait dans le fait de pouvoir dormir paisiblement la nuit,
de pouvoir boire mon café le matin sans anxiété, de pouvoir marcher dans ma maison sans me sentir comme une intruse. Elle résidait dans le fait d'avoir récupéré ma vie, mon espace, ma paix, et de savoir que quoi qu'il arrive avec Elias, j'allais bien me porter. Parce que j'avais enfin appris que sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même ne fait que vous noyer. Et je n'étais plus disposé à me noyer pour quiconque, pas même pour mon propre fils. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin où Rebecca avait essayé de forcer ma porte. 6 mois durant lesquels ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais cru possible à 68 ans. C'était un samedi matin et j'étais dans mon jardin, taillant les plantes qui avaient enfin fleuri après des mois de soins constants. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à regarder pousser des choses sous votre attention, à savoir que votre effort donnait des résultats réels et tangibles. Monsieur Hector était assis sur une chaise qu'il avait apportée de chez lui, buvant de la limonade et me parlant de sa petite fille, qui lui rendrait visite la semaine prochaine. Madame Ottilia passa par là, me faisant un signe de la main alors qu'elle se rendait au marché. Ma rue ressemblait à un véritable foyer, pas seulement ma maison. Toute la rue. Théodora, tu as de la visite, cria Ottilia, pointant du doigt mon entrée. Je levai les yeux et vis Elias descendre d'une voiture que je ne reconnaissais pas. Mais ce qui attira le plus mon attention, ce n'était pas la voiture. C'était l'allure de mon fils. Il avait repris un peu de poids, un poids sain. Ses vêtements étaient simples, mais propres et bien entretenus. Il marchait différemment, le dos plus droit, les épaules moins voûtées. « Salut, maman », dit-il avec un sourire sincère. « Salut, mon fils. À qui est cette voiture ? » « Elle est à moi », répondit-il avec une fierté évidente. « Enfin, techniquement à la banque, mais je fais les paiements moi-même. C'est une occasion, un modèle 2012, mais elle roule bien. » J'enlevai mes gants de jardinage et marchai vers lui. Monsieur Hector nous fit un signe de la main et rentra discrètement chez lui, nous laissant notre intimité. « Tu as bonne mine, dis-je, et c'était vrai. »« Je me sens bien, répondit-il. Mieux que je ne me suis senti depuis des années. »« Je peux entrer ?» Nous entrâmes dans la maison. Il regarda autour de lui, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était de l'appréciation. Comme s'il voyait enfin cet espace pour ce qu'il était, ma maison, et non un droit qui lui était dû. Je m'assis dans mon fauteuil. Il s'assit sur le canapé. Entre nous, il y avait une distance physique qui représentait quelque chose de plus profond, un respect, une limite saine. « J'ai des nouvelles », dit-il en sortant une enveloppe de sa veste. « J'ai été promu au supermarché. Je suis chef d'équipe maintenant. 3 $ de plus par heure. Elias, c'est merveilleux. Et ce n'est pas tout, continua-t-il, sa voix tremblant un peu sous le coup de l'émotion. J'ai commencé à prendre des cours en ligne, en administration des affaires. C'est un programme certifiant. Je termine dans 8 mois. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Des larmes de fierté sincère en le voyant enfin devenir l'homme que j'avais toujours su qu'il pouvait être. Je suis si fier de toi, dis-je d'une voix brisée. Il me tendit l'enveloppe. C'est pour toi, 500 $. Je sais que je te dois encore beaucoup plus, mais je vais continuer à payer chaque mois jusqu'à ce que tout soit réglé. Je pris l'enveloppe, mais la posai sur la table basse sans l'ouvrir. Comment vont tes finances ? Peux-tu te permettre de me donner cela et de continuer à bien vivre ? J'ai un budget, répondit-il. J'ai noté toutes mes dépenses, le loyer, la nourriture, la voiture, les cours, les charges. Et après tout cela, il me reste 500 $ pour toi et un peu d'épargne. Ce n'est pas beaucoup, mais j'apprends à vivre avec ce que j'ai. Ces mots valaient plus que n'importe quelle somme d'argent. Parle-moi des cours, demandai-je. Qu'est-ce que ça fait d'étudier à nouveau ? C'est dur, admit-il. Parfois, je rentre du travail si fatigué que je peux à peine garder les yeux ouverts, mais j'aime ça. J'aime sentir que je construis quelque chose, que j'avance au lieu de simplement survivre. Nous restâmes à parler pendant plus d'1 heure. Il me raconta sa routine, comment il se levait à 5 heures du matin pour étudier avant le travail, comment il s'était fait des amis au supermarché, des gens travailleurs et honnêtes, comment l'un de ses collègues lui apprenait à cuisiner des repas plus élaborés mais économiques. Et Rebecca, demandai-je finalement. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 4 mois, dit-il.
La dernière fois que nous avons parlé, elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait de l'argent. Elle m'a souhaité bonne chance et a raccroché. Comment t'es-tu senti? Soulagé, répondit-il sans hésitation. Et triste aussi, je ne vais pas mentir, non pas parce qu'elle me manquait particulièrement, mais parce qu'elle représentait des années de ma vie que j'ai gâchées en essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Ces années n'ont pas été perdues, dis-je. Elles t'ont appris qui tu ne voulais pas être, et c'est précieux aussi. Il hocha la tête d'un air pensif. Tu sais, maman, parfois je repense à ce matin où Rebecca est venue avec les serruriers. Quand tu as ouvert la porte et que tu étais couverte de ce truc rouge. Nous avons tous cru que tu t'étais blessée. Je souris légèrement à ce souvenir. Du ketchup, 4 bouteilles et du colorant alimentaire rouge. Il laissa échapper un rire surpris et admiratif. C'était brillant. Terrifiant, mais brillant. Les serruriers se sont enfuis. Les voisins ont appelé la police. Tu as obtenu exactement ce dont tu avais besoin sans blesser personne. Parfois, les femmes comme moi doivent se montrer créatives, dis-je. Nous n'avons pas toujours la force physique. Nous n'avons pas toujours le pouvoir économique, mais nous avons de l'intelligence et nous avons de la détermination. Tu m'as appris quelque chose ce jour-là, continua-t-il. Tu m'as appris qu'on n'a pas besoin d'être agressif pour être fort, qu'on peut se défendre sans perdre sa dignité. J'espère bien, répondis-je, car c'est ce que j'ai essayé de faire. Défendre ce qui était mien, protéger mon espace, mais sans me transformer en quelque chose que je ne suis pas. Elias resta encore un peu. Nous bûmes du café. Nous mangeâmes des biscuits que j'avais préparés le matin même. Nous parlâmes de choses simples du quotidien, du temps qui changeait, de la façon dont Monsieur Hector avait peint sa maison d'un jaune joyeux, de la façon dont Madame Ottilia avait adopté un chat errant. De petites conversations qui construisent de vraies relations, non pas basées sur le besoin ou la dépendance, mais sur une affection sincère et un respect mutuel. Au moment de partir, il me serra dans ses bras. Une longue étreinte serrée. Le genre d'étreinte qui dit tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Je t'aime, maman, chuchota-t-il contre mon épaule. Et je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Je t'aime aussi, répondis-je. Et je te pardonne, mais plus important encore, je suis heureuse de voir que tu te pardonnes à toi-même. Je le regardais partir dans sa voiture d'occasion, payée par ses propres efforts. Je le regardais conduire prudemment le long de la rue, et je me sentis en paix. Cette nuit-là, seul chez moi, je comptais l'argent qu'il m'avait apporté, $500 en billets de $20. Je l'ai ajouté à la boîte en métal où je conservais les versements précédents. Il y avait maintenant près de $1000 là-dedans. De l'argent gagné par un travail honnête, de l'argent donné avec respect et responsabilité. Je me préparais un dîner simple, une soupe de légumes avec du pain maison. Je m'assis à ma table, la même que Rebecca voulait jeter, et manger lentement, savourant chaque bouchée. Rien ne pressait. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait qu'un silence paisible et la satisfaction d'une journée bien remplie. Après avoir fait la vaisselle, je sortis sur mon porche. La nuit était fraîche et claire. Les étoiles brillaient intensément. Monsieur Hector était sur son propre porche et me fit un signe de la main. Je lui répondis. Je repensais à tout ce chemin parcouru, à la femme que j'étais il y a 6 mois, cette femme qui permettait que son espace soit envahi parce qu'elle avait peur d'être seule. Qui acceptait le manque de respect parce qu'elle croyait que c'était ainsi que l'on préservait la paix familiale. Qui se faisait toute petite dans sa propre maison pour que les autres puissent se sentir grands. Cette femme n'existait plus. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa valeur, qui fixait des limites et s'y tenait. Qui savait que l'amour ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Qui comprenait que parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de le laisser faire face à ses propres conséquences. Ma maison était à nouveau la mienne. Mes journées étaient à nouveau les miennes. Ma vie était à nouveau la mienne. Il y avait des moments de solitude, je ne vais pas mentir. Il y avait des nuits où la présence de quelqu'un d'autre dans la maison me manquait. Mais j'avais appris la différence entre la solitude et la paix, entre être seul et se sentir seul. J'étais seul par choix, et j'étais en paix également par choix. À 68 ans, j'avais découvert quelque chose que beaucoup de femmes ne découvrent jamais. Que votre valeur ne réside pas dans le fait d'être utile aux autres. Que votre foyer ne se mesure pas au nombre de personnes qui le remplissent, mais à la quantité de paix qu'il contient. Que la vraie famille respecte,
elle n'envahit pas. Que le véritable amour soutient, il n'étouffe pas. Je restai sur le porche jusqu'à ce que le froid me pousse à rentrer. Je verrouillai la porte. Ma porte, ma nouvelle serrure que j'avais installée moi-même après qu'ils eurent détruit l'ancienne. Je m'endormis dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison, et je dormis profondément, sans réveil soudain, sans anxiété, sans peur. Parce qu'enfin, après toute une vie à donner, donner et donner, j'avais appris à me donner à moi-même la chose la plus importante, la dignité, le respect et la paix. Et cela n'avait pas de prix. C'était tout ce dont j'avais jamais eu besoin.